Bon les amis, déjà j'espère que vous allez tous très bien en ce mois de septembre et cette fin d'année qui arrive aussi rapidement que les Sonido de Zomari. Mais moi, cette année, malgré une situation qui est un peu compliquée pour tout le monde et à cause d'une certaine épidémie, un homme a réussi à combler ce trou de holo qui commençait peu à peu à s'implanter dans mon organisme. C'est grâce à ce scan 686.5 No Breath from Hell que Kubo Sensei a enjolivé cette année assez morne pour ma part à cause d'événements ma foi peu attrayants. Pour l'heure, aujourd'hui, petite vidéo chill sur la Gazette où nous allons revenir en rétrospective de ce fameux chapitre Breath from the New Hell et je vais répondre aux questions les plus courantes que vous m'avez posées en commentaire sous cette vidéo et celles que j'ai pu voir, entendre sur les réseaux sociaux. Du coup, on va y aller sans plus tarder et dernier point avant de débuter ici, je me charge vraiment de faire une petite vue d'ensemble sur les potentielles zones d'ombre que ce chapitre a pu apporter avec ma compréhension du récit et mes théories. Ici, c'est ma vision à moi, modeste créateur manga que vous appréciez tant, et la semaine prochaine, on se concentrera principalement sur les potentiels personnages qui pourront faire une réapparition dans ce chapitre en fer tant attendu. Donc voilà, on y va, et si je n'ai pas pu répondre à l'une de vos questions, ou si vous avez des suggestions quant aux personnages que l'on pourrait découvrir dans cet arc, ou encore des zones d'ombre après le visionnage de cette vidéo, espace commentaire, je répondrai à un maximum de soldats dans la mesure du possible. Bref, c'est parti. Bon, histoire de vraiment faire simple, on va commencer l'analyse dans l'ordre chronologique des événements qui se déroulent dans ce scan. Et première question que tout le monde se pose, pourquoi Iba est devenu capitaine? Non, j'arrête mes blagues foireuses en ce début de vidéo, mais on va plutôt traiter ces poissons évoqués dans ce début de chapitre qui ont soulevé pas mal d'interrogations. On commence fort avec cette intrigue qui nous apparaît d'emblée dès la première page du chapitre. Entre les animaux de Kazui, le Zanpakuto de Kitake, une assimilation à Yua et Aizen, les interprétations sont confuses et multiples. Alors déjà, je ne pense pas que ces deux poissons peuvent appartenir à Kazui. On voit bien que lorsque Kazui saute de sa chambre avec Kon, deux poissons sont présents lors de cette case. Donc, ces deux poissons ne pourraient appartenir en toute logique à Kazui. Pour Ukitake, le lien est bien perceptible puisque lorsqu'on regarde la signification du nom de son Zanpakuto, le lien avec les animaux marins se fait ressentir. Le problème est lorsque Zayel parle des enfers, évoque les capitaines tombés au combat à la guerre sanglante, là on peut percevoir un poisson noir lors de cette page, puis juste après Ukitake qui transperce l'ancien Espada qui en avait certainement trop dit à nos amis de Karakura. Le lien avec ce poisson noir et Ukitake est plus que probable, mais comme vous pouvez le voir, il n'y en a qu'un ici, donc ça tombe à l'eau. Je pense personnellement que le grand poisson était une analogie à Yua puisque lui et Aizen formaient des carrures divines dans Bleach, et que ces derniers vestiges ont disparu au chapitre 686, The Death and Stabbery. Donc ça serait logique qu'il y en ait un, donc le plus gros, ne soit plus là. Bon, ça c'est mon interprétation personnelle du truc, à qui ces poissons peuvent appartenir, à un résident des enfers, à un ami de l'autre dimension de Kazui, etc. Les hypothèses sont multiples et variées, mais pour l'instant, vous avez la mienne. Bon, alors je sais que Aizen est la tête de gondole de Bleach et que à lui seul, il est un élément amplement suffisant pour une immense partie de la communauté de continuer le manga. Mais bon, pour ma part, j'aimerais vraiment que ni lui, ni Yua ne soient sollicités pour cet arc en fer. Les 48 premiers tomes de Bleach, il était la clé de voûte de l'intrigue, l'essence même de Bleach. Arc final, il joue un rôle indispensable contre le boss des Quincy. Il a un rôle prépondérant dans les romans Can Fear et Spirit. Donc stop au bout d'un moment. On a eu la chance d'avoir Ginjo dans l'arc Fullbring. Tokinada que je considère comme l'une des meilleures créations de tout Bleach en termes d'idées, design et de pouvoir. Je veux un gars ou une nana nouvelle pour les antagonistes de cet arc. Pas d'Aizen, pas de Yua. Et pour répondre à la question de son hypothétique Bankai, oui, dans un monde où le fanservice règne et que l'auteur ne peut se passer de son antagoniste fétiche de Bleach, oui, ça peut être un moyen pratique de le dévoiler ici. Mais je préfère vraiment qu'il le déclenche face à Yua dans l'arc Quincy, dans la version anime, qu'ici, alors que d'autres personnages ont vraiment besoin d'être mis sur le devant de la scène. Bon oui, on m'a déjà posé cette question puisque certains ont pensé que vu l'un des deux poissons de la première page pouvait s'apparenter à Aizen et vu que la porte des enfers est désormais ouverte, quelques lecteurs ont pu penser ça.
Déjà de 1, Aizen est immortel du fait qu'il a totalement intégré en lui la perle de destruction. Tu peux à la limite le sceller, l'enfermer, mais pas le tuer. De 2, on voit bien une scène où il a contemplé les derniers vestiges de Yua qui se sont volatilisés au dernier chapitre du tome 74. De 3, et je réponds accessoirement à la question sur l'ouverture des portes des enfers, si elles sont maintenues ouvertes, c'est à cause du fait que les individus puissants du niveau de capitaine y logent désormais. Donc Yamamoto, Unohana et Ukitake. Ils viennent en plus s'ajouter à la balance des énergies des enfers. Et quand Zeel dit Aizen et Iwatch ne sont plus, il parlait surtout de leur Reiatsu combiné qui contenait l'entrée des enfers. Iwatch, ou du moins ses vestiges, ne sont plus. Aizen ne pouvait pas à lui seul du coup contenir les portes des enfers. Ici c'est très simple, on te dit que tous les Shinigami, et ici je précise uniquement les Shinigami, pas Arrancar, pas Quincy, bien les Shinigami, que les rangs 3, c'est-à-dire capitaine ou équivalent, vont en enfer. Tsunayashiro, qui a largement le niveau d'un capitaine, pourrait donc en toute logique s'y trouver. Ici on parle de niveau, pas nécessairement du rang de capitaine. Tessai et Yoruichi ont, si l'on suit cette logique, des chances de croupir aux enfers au vu de leur niveau Reiatsu, si un jour ils s'apprêtaient à mourir. En ce qui s'agit de où vont les Shinigami lorsqu'ils meurent, un Shinigami faible, lui de rang 20 à 4, redevint particule spirituelle. Si l'on suit la logique du manga et les informations du chapitre 46, les âmes de Soul Society qui meurent se réincarnent dans le monde des humains et vice versa pour les humains qui meurent, ils montent en haut, les holos ou les plus, pour l'équilibre, la balance des âmes. Logiquement, par exemple, Kanisawa, l'ami de classe d'Isagi, serait logiquement réincarné en petite fille dans le monde des humains par exemple. Bon, ici je vais être bref puisque je compte faire une vidéo dédiée à ce sujet, mais pour ma part, des informations que j'ai pu relire et comprendre, en toute logique, il y aurait encore ces deux Zanpakuto doubles et même son Mankai qu'il avait utilisé contre Yua. Mais ça, on en reparlera très bientôt sur la chaîne dans une vidéo dédiée aux Zanpakuto, à tous les Zanpakuto qu'Ichigo a pu avoir dans la série. Oui, on le voit sur la case que j'avais évoquée plus tôt dans la vidéo, néanmoins, Yua, vu qu'il avait absorbé l'énergie du roi des esprits, faisait guise d'hôte de roi des esprits après la guerre Quincy. Il avait une forme d'état léthargique, comme le veut la fonction de roi des esprits, et l'absence du Ryo équivaut à la destruction des trois mondes. Mais dans Soul Society, Karakura, Wekomundo, il n'y a plus un seul atome de Yua, en toute logique, comme vous avez vu, le dernier scan. Ici, je suis navré de dire qu'on n'a absolument aucune information sur cette cinquième famille noble, cependant elle a été teasée dans la trilogie de romans Can't Find Your Own World, et le fait qu'elles sont intimement liées au domaine des enfers est une évidence. Lorsque les 4 grandes familles nobles s'étaient accordées, hormis le clan Shiba, pour démembrer le roi des esprits, seule cette cinquième grande famille a fait jeu à part pour avoir mainmise sur une dimension alternative que celle qui existait avant la création même du monde de Bleach, tel qu'on le connaît actuellement. Ça peut sembler confus comme ça, mais en gros, les chances que la cinquième famille soit évoquée dans cet arc et qu'elle soit liée aux enfers est plus que probable. Donc lisez Can't Find Your Own World et ça sera plus clair pour vous. Bon, alors j'y réponds ici puisqu'un abonné me l'a demandé, mais en principe, les personnages des romans restent exclusifs à ces derniers et n'apparaissent jamais dans le lore papier animé de Bleach. J'ai peut-être un peu d'espoir pour Tokinada vu qu'il est lié aux nobles et de par ses agissements et son niveau, il a de grandes chances de croupir en bas aux enfers. Asashiro, si vous avez lu les nouvelles, c'est quelqu'un qui se battait pour l'équité, pour la mémoire de sa sœur, une société moins stricte et avait beaucoup de valeurs. Déjà du fait qu'il ne soit pas mort d'une part. Les gens évoquent son nom, sa présence uniquement parce qu'il a un niveau plus ou moins proche de la division 0 et un pouvoir cheat. Et il y avait une petite hype du personnage sur les réseaux sociaux, mais vraiment, je ne pense pas qu'Asashiro, de son vivant ou mort, fasse une réapparition dans ce nouvel arc. Les 13 sanguinaires, les anciens Kenpachi, les descendants des nobles, ça c'est une autre histoire.
Ici, c'est une évidence que les enfers sont un lieu où Shinigami, Arrancar et Quincy, s'il y en a là en bas, demeurent avec une psyché, une réalité alternée. Le design doit changer, parfois de peu, mais il change quand même, lorsqu'on voit avec Zahel son œil en moins, ainsi que l'un de ses bras totalement amochés en réponse à ce lieu. Des designs des monstres démoniaques inédits pourraient y avoir lieu, les gargoles, le cerbère, l'entité Baphomet et autres divinités dont je n'ai pas d'expérience pour les mentionner ici. Le poteau Arl a fait un trade sur les potentielles divinités et inspirations démoniaques qui pourraient s'y retrouver dans cette zone, donc je vous balance la sauce dans la description, mais avec les cornes apparentes de Zahel, ce serait obligé que d'autres prochains designs ténébreux comme le sien y feront surface. Des styles graphiques totalement inédits et exclusifs créés pour l'occasion, une chevelure ténébreuse pour Ukitake, la sclérotique des yeux qui virent au noir exactement comme Ulquiorra Segunda Etapa par exemple, et des changements de taille sont à prévoir. Déjà que dans Bleach, les personnages sont généralement très grands, si en plus de ça tu upgrades des maîtres en plus à des asperges comme Ukitake, je serais au final très dubitatif sur le résultat final que ces nouveaux designs pourront apporter. Des personnages comme Zaraki pourraient avoir une figure emblématique dans ces lieux, sa forme Bankai Oni a tout le mérite d'être caractérisée de démoniaque autant sur la forme que sur le fond. Les traductions de certaines attaques Bankai peuvent également faire écho aux enfers, je pense directement à Tozen qui dispose d'une connotation très diabolique dans le nom de sa technique, ou encore Yamamoto qui avec son Bankai à lui pouvait détenir une forme de figure de geôlier de cette zone. Bon, petit point là-dessus, avant de conclure sur les espadas, nous verrons vraiment en détail dans la vidéo dédiée les personnages que l'on reverra dans cet arc enfer, mais pour donner ma petite ligne directive ici, si selon moi, on doit revoir au moins 3 espadas aux enfers, ce serait Aroniero, Zahel et Noitora, et sûrement Baragan dans cet espace mortuaire. Pourquoi eux? Déjà, pour les deux premiers, c'est une belle référence au chapitre bonus Hellverse, paru pour la promotion du film 4 de Bleach, qui n'est pas canonique, je le rappelle. Bon, Zahel, lui, c'est surtout que Kubo Sensei a un affect particulier pour ce personnage, et si je pense à des persos comme Baragan ou Noitora, c'est simplement du fait qu'ils étaient profondément mauvais dans leur vie de holo. On a pu le voir avec Shraker, des gens purement mauvais doivent logiquement croupir dans cet endroit pour l'éternité. Ulquiorra, lui, qui agissait uniquement sous ordre d'Aizen et non de son propre chef, n'a aucune raison, selon moi, de croupir en dessous. Il s'agissait uniquement d'une main-d'œuvre qui agissait en fonction des ordres, et pas de son propre chef. Si Aizen lui aurait dit de ne tuer personne, il l'aurait fait également. Les gens veulent uniquement son retour parce que hype et fanservice, mais d'un point de vue rationnel, il n'a pas à être là à cet endroit. Zomari pareil, et s'il y a vraiment un espadas qui n'a aucun lieu d'être, ici c'est Stark. Mais de toute façon, on en reparlera dans la vidéo dédiée qui arrivera prochainement. Donc voilà pour cette petite analyse de ce chapitre qui aura pour ma part mis de la joie à cette année 2021. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo, à me poser vos éventuelles questions s'il y en a encore dans l'espace dédié, à me faire vos suggestions de personnages qui vont réapparaître pour la vidéo dédiée qui arrivera sous peu sur la chaîne, de partager et liker la vidéo si elle vous a plu, les réseaux sociaux pour me follow, vous connaissez les bails, et moi je vous dis à très bientôt sur la Gazette pour de nouvelles aventures. 鈴虫